vous, l'homéopathie ne guérit pas le cancer, ni les coryzas saisonniers, ni même les corps aux pieds, ni aucune maladie. Le similimum homéopathique correctement choisi rend au malade sa puissance perdue d'auto-guérison, et on ne sait jamais jusqu'à quel point celle-ci peut aller lorsqu'elle est libérée. Telle est notre observation quotidienne. Aussi, c'est pour nous non pas une originalité, mais un devoir sacré, qu'aucun pouvoir juridique ne peut nous retirer, que de s'appliquer à cette tâche chez les malades qui se confient à nous et leur permettre de bénéficier au mieux de cette nouvelle médecine, encore embryonnaire, qu'est l'homéopathie, qui se développe et progresse depuis 200 ans, avec ses lois de guérison bien déterminées par les premiers maîtres. Le leur refuser, surtout quand ils souffrent d'une maladie grave comme le cancer, avec une perspective importante de souffrance et de mort, serait une injustice qui n'aurait d'autre excuse que l'ignorance. J'écris ça au Conseil de l'Ordre. Mais un médecin conscient de son devoir peut-il ignorer jusqu'à l'existence d'une médecine totale qui se développe sous nos yeux depuis 200 ans? S'il l'ignore, il doit l'apprendre. Le fait de refuser de se renseigner là-dessus est déjà une grande injustice pour les malades. Au moins en savoir assez pour laisser les confrères qui se donnent le mal de l'apprendre à fond, de faire leur devoir en paix. En espérant que l'affaire Martine Cardinal soit l'occasion pour des gens de grand savoir au service de la santé de nos compatriotes de se pencher sur la réalité des découvertes d'Hahnemann, plutôt que tout rejeter sans examen dans le panier du charlatanisme, nous vous assurons de la reconnaissance et le respect que nous avons envers le corps médical dans son entier, pour tout ce que nous avons appris de nos maîtres depuis nos études en faculté et tout au long de notre vie, en vue d'apporter un peu de bien dans l'humanité souffrante. Bien. C'est elle qui écrit Conseil de l'Ordre, à l'occasion de la fête de Martine Cardinal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe la relève au niveau des jeunes homéopathes, la formation s'il y en a? Alors, il y a eu un grand frein qui a été créé par M. Mitterrand, qui avait pourtant promis la libération de l'homéopathie. Nous avions obtenu par M. Barrot la possibilité d'une médecine seconde zone, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, du secteur 2, pour honorer un peu la longueur de consultation. Et ça a été perdu par M. Mitterrand, du moins pour les nouveaux médecins, et puisque Mitterrand a dit pas de médecine à deux vitesses, mais lui se faisait soigner par l'homéopathie. C'est pour ça que son cancer a duré 14 ans. Et en fait, il paraît que pour des raisons politiques, il a accepté de se faire opérer, parce que c'était bien pour son... Mais il en est mort très rapidement. Et donc Mitterrand, il nous a eu sur toute la ligne, comme son ami, notre actuel président de gauche. Les médecins homéopathes ne peuvent pas vivre à 23 €, hein, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Je dirais, ils ne peuvent même pas manger. Il ne s'agit même pas de payer une secrétaire, une femme de ménage. Ils ne peuvent pas manger. Et en plus, nourrir la famille. Donc ça a été un coup de frein terrible pour les écoles d'homéopathie. Mais il y a quand même actuellement un regain pour les jeunes pour l'homéopathie. Et il y a une très bonne école à Paris, l'INHF, qui est une école uniciste, qui au départ était pluraliste, mais qui a été noyautée par des unicistes, et qui finalement est devenue uniciste. Et ils sortent à peu près 15 médecins homéopathes par an, ce qui est insuffisant évidemment pour la population, mais... Combien? 15. Ah! Mais c'est déjà ça. Oui. En Suisse, où il y a plus de liberté, mon ami Bruno Staquet, qui est français, mais qui est parti en Suisse parce qu'il en avait marre en France des complications que l'État et la sécurité sociale font aux homéopathes.
Donc il est parti en Suisse et il a relevé une école qui s'épuisait et il a beaucoup de jeunes. Donc je pense que l'homéopathie va retrouver une puissance, va intéresser les jeunes et elle a de l'avenir. Si la planète saute pas avant 200 ans, dans 200 ans, je dis, l'homéopathie sera la médecine officielle. Vu qu'en 30 ans, on a fait tellement faire de progrès à l'homéopathie en étant peu nombreux. Mais en 30 ans, on a fait des progrès énormes. Le nombre de pathogénésies qui sont faites dans le monde entier, de nouvelles pathogénésies qui permettent de guérir des malades que nous ne pouvions pas guérir avec les remèdes connus jusque-là. Donc, l'homéopathie, c'est la vérité. Donc, la vérité trouvera son chemin. Alors, bien sûr, vous ne trouverez peut-être pas d'homéopathe, mais comme je disais à Nadine, vous tous, vous vivez pour vos enfants. Vous vivez pour les générations à venir. Moi aussi. Nous vivons pour enfanter. Et si l'homéopathie ne marche pas pour notre génération, ça marchera pour les générations que nous aurons enfantées. J'ai une question là. Qu'en pensez-vous du fait que suite à l'accident, j'ai vu quelques informations sur le jeune enfant qui a contracté le tétanos dans la région de Tours la semaine dernière, enfin contracté il y a quelques semaines, donc qui était hospitalisé à Tours. Et il semblerait que le corps médical ait montré que l'enfant ne présentait pas d'anticorps, il a 8 ans. Alors, il semble donc du fait que l'enfant n'ait pas d'anticorps, ils ont tendance à dire, alors que son carnet de santé est à jour, ils auraient tendance à dire qu'il y a eu un faux. Ah. Que pensez-vous sur cette inexistence d'anticorps, alors qu'il a été soi-disant vacciné, ou peut-être, je ne sais pas. Hein, bon. Oui, Médias, premièrement, pendant le tétanos, je ne sais pas où ils vont chercher cette histoire d'anticorps, parce que vu que c'est une maladie du nerf, il n'y a rien dans le sang. Voilà, le microbe ne rencontre pas l'anticorps. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi il parle d'anticorps. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas d'anticorps. Des non-répondeurs. Ça existe. Oui. Bon. Maintenant, mais qu'ils apprennent l'homéopathie, ils guériront les tétanos. J'ai guéri un cheval, mais néanmoins, si l'enfant a été vacciné, il doit présenter des anticorps dans ce sens. On peut montrer, pas forcément, mais il peut quand même. Oui, mais bien sûr. Tout à fait. Non, mais ça va rien, je suis d'accord. Oui. Mais il y a des gens qui font pas ça. Il y a des bons anticorps et des mauvais anticorps. C'est ce qu'on nous apprend. Dans le BCG, le but du BCG, c'est de faire virer la QI, donc d'avoir des anticorps. Et là, c'est bon, on est protégé. Dans ce qu'ils appellent le sida, on a des anticorps, c'est mauvais. Ah, il y a des mauvais anticorps. C'est vrai, j'ai déjà pensé à ça. Dans le tétanos, il y a 10% comme dans toute... Si on étudiait le sous-typage lymphocytaire, on constaterait qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles et qui ne vont pas faire d'anticorps, ce qui ne signifie pas d'ailleurs, ce qui n'est pas synonyme de protection. C'est qu'on a été sensibilisé, c'est tout. Mais il y a 10% des gens qui ne font pas d'anticorps après une vaccination, quelle qu'elle soit. Ah oui, Ce qu'on appelle les non-répondeurs. À peu près. Les non-répondeurs. Enfin, sur le peu qu'ils ont étudié. Et la plupart des tétanos surviennent chez les gens vaccinés. Et le taux protecteur, comme ils disent, il y a des gens qui avaient des taux à 3000 unités internationales, donc 6000 fois le seuil de protection qui se sont tapés des tétanos. Mais pour revenir sur ce cas, c'est à se demander si le diagnostic a été bien fait déjà. Oui, Et deuxièmement aussi, ils disent que tout son entourage s'est précipité sur la vaccination. C'est pas une maladie contagieuse, et donc on a fait peur encore à l'entourage. Et les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Il a été vacciné ou c'est un faux? On ne sait pas très bien, parce que là aussi, on peut se méfier de ce que disent les médias. Voilà, on n'a pas, moi, je n'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a des informations plus précises, mais... Les médias de FR3 qui ont téléphoné par rapport à ça, mais comme j'habite à Pau, elles ne pouvaient pas m'entendre, parce qu'elles voulaient entendre quelqu'un de la région de Tours. Alors j'ai dit, écoutez, vous pourrez quand même dire au professeur de fac à Clocheville, à Tours,
qu'il y a un traitement qui marche très bien dans le tétanos, c'est le chlorure de magnésium. Ah oui, Mais bien sûr. ce journaliste pouvait contacter surtout M. Georget. Non, j'ai contacté M. Georges D'accord. avant, mais qui n'a... Bon, il a été opéré récemment, il était très fatigué pour venir. D'accord, d'accord. Ouais. Ah, il est opéré. Pour moi, c'est un coup monté, ça. Pour moi, c'est un Oui, coup oui. C'est un coup monté. Je me fie, hein. pousser les gens à se vacciner. Oui, oui. Pour faire peur à la population, parce qu'ils savent bien qu'il y a ça. Ça remue, hein. Il y a une baisse dans la confiance dans le vaccin. C'était une façon de Bien sûr. Le Nigari qui vient du Japon est-il sûr comme chlorure Oui, mais alors... Oh, mais le chlorure de magnésium, ça peut pas être truqué, hein, le chlorure de magnésium. Non, non, on parle du Nigari. Le Oui, Nigari. bah, il y a du chlorure de magnésium dedans. Oui, C'est oui. fait avec du chlorure de magnésium. Non, Bah, c'est c'est extrait d'eau de mer. naturel, c'est du sel naturel. De l'eau de mer. Bah oui, bah, c'est de l'eau de mer avec du chlorure de magnésium. Oui, ça peut être contaminé. Il n'y a pas de l'eau de mer. Ah, pour moi, on a extrait, oui, enfin, je ne sais pas comment c'est fait, mais je pense C'est du chlorure de qu'on magnésium. a... C'est un sel. Oui, c'est extrait d'eau de Ouais, mer. c'est ça, L'extrait d'eau de mer. Bah, c'est du chlorure de magnésium. Oui, mais le problème de l'eau de mer, c'est la pollution à Fukushima, radioactive. Ah oui, non mais C'est ça. s'ils ont extrait un sel de l'eau de mer, il n'est pas pollué. Ils ont leur méthode d'extraction. Pas très bien. Ils Un peu ont comme le sorti sérum du de chlorure Quinton, de magnésium. Enfin, Oui. je ne connais pas bien l'histoire du Nigarite, mais je pense que Mais ils disent il y que a c'est une du pollution chlorure de magnésium. atomique aussi. Hein. Oui, non, Bah oui. ça, oui, oui, là, c'est vrai. Oui, là. C'est tout l'endroit où ça vient. Pour revenir aux médicaments homéopathiques, est-ce que vous pouvez dire quels sont les médicaments qui sont chauffés? Ben, tous les médicaments qui sont issus de produits biologiques. Par exemple, Psorinum, qui est issu des sécrétions de la gale, Médorinum, des sécrétions de pas de la psychose, de la ménorrhagie, l'uésinum, qui c'est les excrétions de la syphilis. C'est bien un mystère que ce soit des remèdes qui soient utiles, ça c'est très mystérieux, pour l'homéopathie, pour soigner les gens. On comprend qu'une petite plante puisse être en similitude énergétique avec Madame Dupont et guérisse Madame Dupont. On comprend moins que les sécrétions de la syphilis puissent être en similitude avec M. Durand. Alors, bien sûr, ça peut se donner comme... parce qu'il y a des antécédents de syphilis dans les parents, les grands-parents, etc. Mais pas seulement, il y a une pathogénésie de l'uésinum. Une pathogénésie qui a développé un certain nombre de symptômes. Et quand on trouve la similitude, on a la guérison. Mais il faut comprendre que tout ce qui existe sur la Terre a sa raison d'être. Parce que la sécrétion, la sécrétion d'un malade, d'une syphilis ou de l'hémorragie, c'est une défense du corps. Ça parle de la manière du corps de se défendre contre tel bêtise. Donc, ça a une réalité dans la création. Bon, ça nous dégoûte peut-être, mais c'est quand même quelque chose de créé en vue d'un bien. C'est une défense. Bon, tout ça pose beaucoup de problèmes philosophiques, bien sûr. Mais on peut voir que Médorinum, ça marche sur certaines pathologies. Bon, le grand symptôme mental de Médorinum, c'est il a l'illusion d'avoir fait un péché impardonnable. Ah, oui. Culpabilité. Oui, culpabilité, tout le monde a sa culpabilité, tous les remèdes ont leur culpabilité, mais c'est impardonnable. Alors, il y a peu de remèdes qui ont ça, il y a que l'idonium, il y en a d'autres, mais Médorinum, c'est illusion d'un péché impardonnable.
S'il a fait un péché vraiment impardonnable, c'est plus un symptôme. Il y a des choses qui, du point de vue humain, enfin, Dieu est miséricordieux et peut pardonner n'importe quoi, mais encore que, sauf le péché contre l'Esprit Saint, il nous dit. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est d'appeler diabolique ce qui est de Dieu. Donc c'est le mensonge suprême. Mais donc le Médorinum, il pense avoir un péché impardonnable, mais dans sa défense, il peut dire c'est l'autre qui a fait un péché impardonnable. C'est pas moi je suis je suis impeccable, mais les autres font des péchés impardonnables. Et je donne cet exemple-là, une dame qui me disait qu'elle ne supportait plus d'aller à la messe, parce que tous ces gens qui venaient à la messe et qui communiaient avaient fait des péchés impardonnables. Qu'est-ce qu'elle savait si ces gens ne s'étaient pas repentis ou quoi? Elle a été témoin d'un péché, on ne sait rien. En tout cas, elle ne sait pas s'ils ne sont pas repentis, ils ont reçu la miséricorde. Hein? Alors je lui dis, ils sont impardonnables. Elle dit, ah oui, il y a des choses qui sont impardonnables. Et bon, j'ai donné Médorinum parce que c'était la projection de son problème sur les autres. Ah oui. Donc, elle a eu Médorinum, elle a guéri de ses rhumatismes, de son hypertension, etc. parce qu'elle était Médorinum. Vous comprenez comment ça marche l'homéopathie? Alors, est-ce que les rhumatismes, c'est guérissable par l'homéopathie? Ben non, mais si j'ai le symptôme qu'elle ne peut pas supporter les gens qui ont fait des péchés impardonnables, je vais la guérir avec Médorinum. Vous comprenez? C'est ça l'homéopathie. Comment expliquer l'action de Médorinum chez une jeune fille de 18 ans qui faisait de l'asthme depuis 10 ans? Toutes les nuits, crise d'asthme à 2 h du matin jusqu'à 5 h du matin. À plusieurs reprises, ça s'était terminé en réanimation, intubation, etc. Et je vois cette jeune fille, consultation qui a duré 2 minutes. Je lui ai demandé si elle se mettait sur le ventre quand elle faisait une crise d'asthme, si elle allait au bord de mer, elle n'y était jamais allée, elle habitait Dijon. Je lui ai prescrit Médorinum. 3 jours plus tard, sa future belle-mère me téléphone, elle me dit « c'est extraordinaire ». Elle a pris sa dose, elle s'est réveillée à 2 h du matin, à l'heure où d'habitude elle fait une crise d'asthme, elle n'en a pas fait, elle s'est rendormie. Et elle s'est réveillée le lendemain matin, elle faisait un rêve éveillé, elle avait 8 ans dans son rêve, et elle suçait son pouce, réellement. Et quand je l'ai revue 3 mois plus tard, je lui dis « mais comment ça va ?» Elle me dit « très bien ». Plus d'asthme, elle me dit « non ». On a beau être convaincu par l'homéopathie, quand même, ça relève du miracle. Hein. Ah mais la guérison homéopathique, c'est comme un miracle. La vraie guérison homéopathique, c'est comme un miracle. C'est un miracle. Non, parce que c'est refaisable, quoi. C'est Reproductible. Chez quelqu'un d'autre. Donc, toujours est-il que je lui demande, ses parents, comment ils vont? Très bien. Votre maman, ça va. Votre papa, ah, il est mort. C'est curieux, hein, on a l'art d'occulter des trucs. Son père était mort 10 ans auparavant, d'un cancer du poumon. Or, elle a arrêté de sucer son pouce, et c'est ce qu'elle m'a sorti spontanément, quand elle a appris que son père avait un cancer du poumon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le poids du mensonge qui oppresse pour le père d'un cancer du poumon, le poids du mensonge peut jouer? Et est-ce que chez elle, elle n'a pas reproduit ça? Est-ce que ça ne s'expliquerait pas dans... C'est à travailler, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce poids du mensonge? J'ai pas bien compris. Le cancer du poumon, Oui. c'est comme le cancer de la gorge, il y a quelque chose qui lui est resté au travers de la gorge. Oui, il y a oui. une maladie. Dans le poumon, il y a aussi le poids du mensonge qui oppresse. Ah, Et oui. on retrouve dans certains cas de cancer du poumon cette sensation-là. Ils ont été blousés. C'est comme le pancréas, c'est l'impuissance devant l'injustice aussi, quelque part. C'est pas systématique, mais c'est souvent retrouvé. Et c'est vrai que c'est à explorer tout ça. Et alors, un ingénieur, je ne sais pas si je te l'avais raconté, un confrère homéopathe à qui je dis, si tu as un problème avec quelqu'un, tu n'arrives pas à cerner le problème de personnalité, le faire respirer, le faire parler, et si tu ne trouves pas et que tu apprends qu'il a marché tôt, qu'il a oublié de ramper, qu'il est passé directement de la station assise à la station debout, donne-lui donc Médorinum. C'est ce que fait un ingénieur. C'est devenu tiré par sa femme. Alors lui, l'ingénieur, l'homéopathie, c'est pas sérieux.
vous êtes tout à fait faux. Il lui prescrit Médorinum. 3 jours plus tard, l'épouse téléphone Hilar, docteur, mon mari s'est levé hier matin, il suçait son pouce. Et il n'a pas pu s'empêcher d'aller aux toilettes en marchant à 4 pattes. Et depuis, tous les matins... C'est pas vrai. Mais c'est un gag. Extraordinaire. Le type est maintenant... Enfin, maintenant... Il refait cette 15 ans. évolution qu'il n'avait pas faite. Voilà, tout à fait. Et c'est le stade de maturation de Médorinum, justement. C'est extraordinaire. Ça vaut toutes les psychanalyses et largement. Bizarre, hein. Ah oui, bon, ça c'est sûr que l'homéopathie, J'imagine mon mari vaut qu'elle tout passe. ça. Alors là, je dis, mais je vais à l'asile. Je lui avais dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je pensais qu'il allait me proposer de venir en stage chez lui pendant quelques temps. Non, on va voir ailleurs, fais ton expérience. Et quand je lui ai raconté ses expériences Médorinum, il dit, ça va, t'as compris. C'est un bureau très finot, hein, qui comprend bien les choses. C'est comme ça que j'ai été... C'est puissant comme remède. Tu peux pas nous faire une petite scène de Médorinum? Ça fait peur, hein, oui. Il faut vous dire, c'était en quelle année ça? C'était en 90. Donc Oh, bien avant. 85, 80, 85, le Glen. Oui, oui, peut-être. Et vous étiez 2 ou 3 médecins Peut-être plutôt 77, plutôt. qui avaient la capacité de faire des scènes, des pièces de théâtre. Alors avec par exemple Monsieur Lycopodium et puis Madame Pulsatina. Ah oui, oui, oui. Mais on serait cru. Moi, c'est rien que d'y repenser, c'est plein d'émotions et on comprend le sens du remède. Oui, oui, oui. Oui, j'avais inauguré ça, mais maintenant le CHF a repris ça. Et ils font des scénettes comme ça aussi. C'est une école belge. Il n'y a pas moyen d'avoir... C'est le... Oui, ça c'est bien. C'est CLH, Centre liégeois de myopathique. Mais Safranès, les Safranès. unicistes, il y en a moins que Safranès. non? Ben, en France, il y en a peu, mais enfin il y en a plus. Quand j'ai commencé, on était 5 unicistes en France. Alors qu'il y avait pas mal de myopathes. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'unicistes qu'il y a 50 ans. Parce que moi, à Clermont, je rencontre plus des homéopathes. Ben, malheureusement, les unicistes de Clermont, ils sont morts. Il y avait Bachellerie qui s'est tué en avion, je crois. Ah ben, François n'était pas uniciste, et moi aussi. Mais, parce qu'il n'osait pas se lâcher, donner qu'un seul remède. Mais il était convaincu que c'était l'unicisme, la vraie médecine de Hahnemann. C'était un bon homéopathe. Et vous avez une formation différente ou l'évolution, elle est comment pour être uniciste? Vous êtes convaincu ou c'est un autre chemin? Écoutez, quand on lit Hahnemann, on peut être qu'uniciste. Ah oui. On commence par être uniciste. Moi, je n'ai jamais été pluraliste. Ouais. Si on lit Hahnemann, on est uniciste. Du temps de Hahnemann, il y avait des gens qui ont voulu avoir une médecine de Hahnemann plus facile et qui ont dit on va faire du pluralisme. Mais Hahnemann a dit vous n'y êtes pas. Imitez-moi, mais imitez-moi bien. C'est pas possible. On ne sait pas ce qu'on fait. Pourquoi ils se sont mis à être pluralistes alors? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. C'est qu'on peut trouver à côté, c'est comme en allopathie, hein. Un médecin allopathe prescrit plus de 3 médicaments différents. Et comme dit le professeur Israël, changer de médecin. Et moi je vais plus loin, changer de médecine. C'est pareil en homéopathie. Le docteur Muro disait quand on hésite entre 2 remèdes, c'est un 3e qu'il faut choisir. Oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a le remède, le simili-minimum, et c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est difficile. Et si c'est pas comme ça qu'on cherche, on ne peut pas dire qu'on fait de l'homéopathie. On fait je sais pas quoi. Mais le médecin, c'est un homme. Donc il a toutes ses petites passions, ses petites peurs, son manque de confiance en lui, comme vous, il est comme vous. La peur que le patient ne soit pas content et parce qu'il n'a pas de soulagement, alors on va lui donner plusieurs remèdes pour qu'il ait un petit peu de soulagement, même si ça fait une suppression et qu'après il fasse quelque chose de plus grave. Mais voilà, si vous soulagez un eczéma,
le patient, il va dire « Vous êtes un grand docteur, vous êtes magnifique, vous m'avez fait... » Mais s'il fait un cancer du poumon après, il ne sait pas que c'est parce que je suis l'Alzheimer. Enfin, c'est pas vraiment pour ça. Mais je ne lui ai pas donné la santé qui lui aurait permis de ne pas faire le cancer du poumon après. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Parce que c'est pas parce que je vais supprimer un eczéma qu'il va faire un cancer du poumon. Mais il va peut-être faire un asthme quand même parce que l'allergie va se déplacer. Mais il faut bien vous dire que les médecins, c'est pas des dieux. C'est des gens comme vous. Mais malgré trop souvent, un certain nombre de médecins vous font comprendre qu'ils sont médecins et qu'ils savent mieux que quiconque. Trop souvent. Ils se prennent pour Dieu, ils ont perdu la foi et ils se prennent pour Dieu. Voilà. Tout à fait. C'est le drame de la médecine. Est-ce que vous êtes confronté par des doses élevées, corsacoviennes ou hahnemanniennes, à des pathogénésies, à des personnes qui font des pathogénésies graves, sérieuses? Et comment vous réagissez devant ça? L'indication de Hahnemann, c'est que quand vous avez donné un remède, il faut regarder ce qui se passe. Si vous avez l'arrivée de symptômes que le patient n'avait pas, sans doute c'est votre remède qui les a fait sortir, mais c'est pour vous apprendre quelque chose, à trouver un autre remède, meilleur. Donc c'est grâce à la pathogénésie que le malade va faire, je vais lui trouver un remède plus profond qui va l'amener à la guérison. Je ne vais pas lever les bras en l'air en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire, c'est terrible, il fait une pathogénésie ». Moi qui ai fait des pathogénésies en vue du bien de mes concitoyens, je sais qu'on n'en meurt pas, il ne faut pas exagérer. Une dose ne va pas me créer des lésions, ça va me créer des modifications dans mon senti, dans mon humeur, c'est à prendre en compte pour trouver le nouveau remède. Ce n'est pas un drame parce qu'il y a une pathogénésie. Maintenant, il y a des gens qui sont très sensibles, qui font très facilement des pathogénésies. C'est des bons expérimentateurs, c'est les meilleurs expérimentateurs. Hein. On apprend beaucoup de choses. Ben, on cherche. C'est une recherche. Chaque malade est un champ de recherche. Et il y a une interaction entre le médecin qui pose des questions et qui donne le remède et le malade qui explique ce qui lui arrive. Une autre question? Oui. Comment on peut expliquer, enfin je pense qu'en principe, un homéopathe ne devrait pas être favorable à la vaccination. Bah oui. Et il y a pourtant, malgré tout, beaucoup d'homéopathes qui... Alors, certains sont plus modérés que d'autres, mais qui préconisent la vaccination. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire tout comprendre. Il y a au moins 30 ans de ça, un chef de laboratoire parisien était venu faire une conférence intéressante au plus, je ne sais plus ce que c'était. Et et il avait dit que les vaccinations étaient très mauvaises. Et quelqu'un dans la salle a posé la question, mais pourquoi vous ne le dites pas? Il a répondu, je n'ai pas envie qu'on ferme mon laboratoire. Les médecins sont des hommes, ils protègent leur petite famille. C'est logique. Je pense que le vrai problème, en fait, c'est celui de la loi. Donc c'est le problème de parlementaires. Non, c'est un abus de pouvoir, la loi. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Je suis désolé. Regardons les textes, que ce soit la Convention d'Oviedo, que ce soit Nuremberg en 1947, la Convention d'Oviedo en avril 1997,
la jurisprudence des 2 arrêts de Cour de cassation de février et octobre 97, qu'est-ce que ça dit? Le médecin et ceux qui réalisent la prescription ont la charge de prouver qu'ils ont donné une information claire, loyale et appropriée sur les avantages et les inconvénients de ce qu'ils entendent prescrire ou conseiller ou recommander, de façon sur les effets secondaires graves et mineurs, de façon à permettre à la personne d'apporter son consentement ou d'opposer son refus éclairé. Donc rien que déjà par ça, il n'y a pas d'obligation. L'obligation, C'est la loi de quoi, ça, tu dis? de transmettre, c'est les arrêts de la Cour, et donc c'est la Convention d'Oviedo de 97, d'avril 97, qui a été ratifiée par la France très tardivement, comme d'habitude en France, parce qu'on est très lent en France. La Convention le traité du tribunal, les arrêts du tribunal de Nuremberg en 1947, ils en parlaient déjà. Et la législation suisse, par exemple, est très claire. La législation suisse dit qu'il y a un acte médical, tout acte médical est une atteinte à l'intégrité de la personne dès le moment où elle n'est pas levée par le respect de l'au-delà, du devoir d'information préalable. Alors, que disent les arrêts de la Cour de cassation? Le médecin a la charge de prouver, donc il doit donner une information oralement, et il doit apporter la preuve qu'il a donnée par écrit. Je lui souhaite bien du courage, parce que vu la formation médicale qu'il a en pharmacologie, c'est quoi? C'est une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures à tout casser? Parce que le médecin prescrit un efferalgan, il est tenu d'apporter l'information préalable. Citez-moi combien de médecins vous avez vu donner cette information? 0 pointé. Et en matière de vaccination, c'est pareil. Or, on dit le médecin et ceux qui réalisent la prescription. Qui prescrit la prescription? Le directeur d'école, par exemple, quand il dit je refuse, votre enfant ne peut pas rentrer à l'école parce qu'il n'est pas vacciné. Moi, je dis au directeur d'école, vous êtes médecin? Non? Alors fermez-la. Occupez-vous. L'éducation, déjà, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de l'éducation. Alors, occupez-vous-en. Pour le reste, on va voir. Mais il n'est pas médecin, il n'a rien à dire. Madame le ministre de la Santé, en recommandant la vaccination, remarquez, elle a un langage, c'est à voile et à vapeur. Je ne sais pas si sexuellement elle est aussi à voile et à vapeur. Beaucoup de doutes par rapport aux hommes politiques à ce niveau-là. Mais elle a été lire, en 2012, elle était chargée du pôle sanitaire du candidat François Hollande. Elle avait dit, ah oui, les vaccinations, l'aluminium, ça pose des problèmes, il faut absolument apporter une information claire et transparente. On se dit, punaise, extraordinaire. Elle a été nommée ministre de la Santé, elle a été dire récemment, la vaccination, ça ne se discute pas. Oui, voilà, c'est ça, c'est le titre de la C'est pour ça que je lui ai répondu en disant, maintenant, on va donc en parler. En discuter. Logique. Et là, tout à fait récemment, devant RMC, à 3 reprises, elle a dit non, le DTP n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a eu des parjures avant, hein. Il y a 2000 ans, il y a des gens qui se sont parjurés, hein, et c'est pas la même origine pour elle. Hein. Et le problème des parents à l'école, c'est que le directeur d'école, si lui est dans la peur par rapport à la vaccination, va faire un signalement au service médical de l'institution académique. C'est un abus de pouvoir. Mais il le fait quand même. Moi, je suis d'accord. L'exercer depuis 25 ans. à la maison. On va m'attaquer prochainement, probablement, parce que je fais des certificats de contre-indication. J'ai pas le droit, parce que je suis interdit. Mais je suis toujours docteur en médecine. Je n'ai pas le droit de refuser de prêter assistance à personne en danger. Or, un enfant, pour le vacciner, avant de le vacciner, il faut qu'il soit en bonne santé. S'il est en mauvaise santé, on ne peut pas le vacciner. Donc moi, je l'examine. Il est en bonne santé. Je sais qu'avec la vaccination, j'ai toutes les preuves pour dire qu'avec la vaccination, il risque de tomber malade, parce qu'on lui administre un produit dont on sait qu'il y a certains éléments neurotoxiques et cancérigènes. C'est pas avec ça qu'on va donner la santé à quelqu'un. À moins de faire une pathogénésie du vaccin. Ça, c'est possible. Après tout, pourquoi pas? On pourrait faire ça, la pathogénésie. Et donc, moi, je suis désolé, je ne vaccine pas. Et je fais un certificat de non-indication, de contre-indication. Et un jour, un journaliste m'a dit, mais enfin, vous êtes contre les certificats de contre-indication? Ben, je dis oui, je n'en fais plus, parce que ce serait reconnaître que la vaccination a encore des indications. Or, elle n'en a jamais eu. La seule indication des vaccins, c'est les indices boursiers.
C'est tout. Il faut avoir le courage de le dire, c'est tout. Alors, pour en revenir aux médecins homéopathes, c'est vrai qu'il faut qu'ils vivent, les pauvres. Mais c'est aussi des lâches. Oui, c'est des lâches. Oui. C'est des lâches. Parce que si, et au niveau des associations, c'est pareil, que ce soit Alice, la Ligue, etc., nous avons tous les arguments scientifiques, tous les arguments juridiques pour lever toute obligation. Il y avait une députée remarquable, Madame Broutin, qui avait déposé un projet de loi pour la libre choix. Ça s'en tenait que je suis tombée là-dedans. Ça a été abandonné. Ça a été abandonné. Et il y avait un député aussi néerlandais qui s'appelait Ulburs, qui en 88 avait déposé un projet de loi au Parlement européen pour modifier notablement le Conseil de l'ordre des médecins. Il fallait un Conseil de l'ordre tripartite qui associe en quantité égale médecins, magistrats et malades. Très bien. Ça, oui, C'est un bon principe. Ben oui, mais ça a été voulu parti par des députés français. Beaucoup de médecins. Des députés français. Les médecins, la Chambre des députés. En Ulburs, c'était comme par hasard, c'était un prêtre. Député néerlandais et prêtre. Et, comme Ivan Illich, c'est pareil. Ivan Illich, en 1974, il était aussi prêtre et sociologue. Qu'est-ce qu'il avait dit, Ivan Illich? À partir d'un certain niveau économique, le niveau de santé sera inversement proportionnel au budget de la santé. Il a dit la même chose aussi au niveau de l'éducation nationale. Il est mort il y a 3 ans dans l'anonymat le plus complet. Or, ceux qui n'ont pas entendu parler d'Ivan Illich, ils n'ont qu'à regarder sur Internet, Google, qui mettent quand la médecine rend malade. C'est pas difficile. Ils vont tomber sur le deuxième point, un article du Nouvel Obs de 1974 qui fait une dizaine de pages. Il y a tout est dit. Et de la médicalisation de la santé. Et c'est ce que l'on fait. Dès la naissance, on nous médicalise. Dernièrement, il y a eu au Conseil de l'Europe une discussion sur les perturbateurs endocriniens. Oui. Et donc, normalement, il devait sortir une loi. Elle n'est pas sortie. Mais Il y a eu l'intervention des lobbies, et les lobbies, ils ont dit, c'est la santé ou l'emploi. Mais non, mais les lobbies, clairement, c'est la très santé, facile l'emploi. pour les lobbies d'avoir les pleins pouvoirs quand vous avez des députés européens qui s'appellent par exemple Madame Rivasi, ou quand vous avez un ancien professeur de fac, pour ne pas le citer, le professeur Joyeux, qui partent en guerre contre le DTP sans aluminium. Enfin, contre le DTP avec aluminium. Parce que le DTP sans aluminium n'est pas toxique. Il est hyper toxique. Or, Madame Rivasi, comme lui, disent « Ah non, nous ne sommes pas contre les vaccinations. » Pourquoi c'est une tare d'être contre les vaccinations? Ah oui, C'est une tare d'être homéopathe. Non, c'est pas une tare et je revendique. C'est tout. Que disait sa sainteté Pie XII en 50? Je m'insurge contre la médecine de troupeau qui a servi Ah de oui, malade il a dit ça. aux intérêts mercantiles des laboratoires pharmaceutiques. Et je m'insurge plus encore contre les appétits meurtriers des fabricants de vaccins. D'accord? Ah, il a dit ça? Oui! C'est pour ça qu'on l'a traité de négationniste, de collaborateur, etc. C'est facile. Mais Léon XIII avait dit que c'était très mauvais les vaccins. Et on ne l'a pas entendu. Bien sûr. On l'a diabolisé. Oui, il paraît qu'il faut qu'on arrête. C'est dommage. Parce que la nourriture qui reste, c'est très important.